Bonjour à tous, nous nous retrouvons aujourd'hui pour le second épisode proposé par l'association Must et le réseau En Train. Il se focalise sur le prix du train du côté des usagers. Alors, est-ce vraiment si cher de prendre le train ? L'offre ferroviaire en termes de tarifs, d'horaires, de cadence, est-elle suffisante ? Par ailleurs, est-elle lisible pour tous les publics ? Et en dehors du prix, quels sont les autres éléments qui peuvent rendre attractif le train ? Pour aborder toutes ces questions, nous accueillons 3 spécialistes de la mobilité. Patricia Perennes, consultante au sein du cabinet Transmission. Yves Crozet, professeur d'économie à Sciences Po Lyon et membre du LAET, le laboratoire Aménagement, Économie, Transport. Et enfin, Jérémy Anne, journaliste spécialisé dans le transport ferroviaire. Leurs échanges nous permettront de mieux comprendre les enjeux, mais également les solutions qui pourraient être mises en œuvre. Très bonne écoute à tous. Bonjour, bienvenue à ce podcast sur le train, les problématiques du ferroviaire. C'est le second épisode. Le thème aujourd'hui, c'est le prix du train. Et pour en parler, 3 invités. Le premier, c'est Yves Crozet. Oui, alors Yves Crozet, je suis professeur d'économie à Sciences Po Lyon et membre du laboratoire Aménagement, Économie, Transport, un laboratoire du CNRS. À côté de vous, Patricia Perennes. Donc oui, Patricia Perennes, je travaille aujourd'hui pour le cabinet Transmission. Je suis économiste spécialisée des questions de transport ferroviaire et je travaille dans le secteur depuis un peu plus de 10 ans. Et troisième invité, Jérémy Anne. Absolument, bonjour Emmanuel, bonjour à toutes et à tous. Jérémy Anne, journaliste spécialisé transport ferroviaire. Je collabore avec des médias spécialisés dans le transport ferroviaire, des médias pour les professionnels du secteur, comme par exemple Patricia et Yves, mais aussi des médias plus pour les amateurs du ferroviaire. Alors c'est trop cher, hein, c'est ce qu'on entend souvent, le prix du billet, c'est un des critères évidemment les plus importants dans le choix ou non du train. Et très souvent, l'usager va considérer que ce prix est trop élevé. Alors, vrai ou faux ? Eh bien, on va essayer de démêler tout ça. Yves Crozet, le train, c'est vraiment cher ? Alors le train, c'est cher, ça dépend pour qui et surtout ça dépend quand vous voyagez. Si vous prenez un TGV, le même origine-destination peut vous coûter 40 € ou peut vous coûter 3 fois plus selon que vous voyagez un vendredi soir ou en milieu de journée en semaine. Et puis pour les trains de la vie quotidienne, comme les TER, eh bien, les abonnés payent des prix qui sont relativement faibles, alors que l'occasionnel peut être amené à payer un billet de train qui lui coûtera plus cher, par exemple, que l'essence de sa voiture. Ça dépend des voyageurs, Patricia Perennes. Alors moi je dis toujours, est-ce que les billets de train sont trop chers ? Quand on regarde les trains pendant les grandes vacances ou les grands week-ends de mai, ils sont tous complets. Donc ils sont trop chers, mais ils ont trouvé leur public en même temps. Ils ont tellement trouvé leur public qu'au contraire ils sont saturés. Donc la question du prix du train, c'est finalement... Pour l'instant, il trouve preneur. Le train au prix, il trouve preneur. Après, je rejoins tout à fait ce que vient de dire Yves. C'est-à-dire, sur le train régional, on va avoir énormément d'abonnés qui vont en effet payer très peu cher. Et la difficulté, c'est pour les occasionnels du TER, où là, il y a sans doute un problème de prix du train. C'est vrai. Quand on veut voyager, on fait quoi ? On fait un comparatif entre le prix du train, le prix de la voiture, éventuellement un troisième larron qui serait le covoiturage ? Oui, ou le covoiturage ou l'autocar. Je pense aussi qu'il y a une forme d'inertie, une forme de routine. Donc vous avez un certain nombre de personnes qui, par définition, ne prennent que leur voiture et ne se renseignent même pas. Et puis vous avez un certain nombre de personnes qui, effectivement, peuvent choisir entre le covoiturage, le train, l'autocar ou leur voiture. Et on va avoir plutôt des personnes qui ont une certaine compétence, puisque prendre le train, et acheter un billet de train, ça demande une certaine compétence. Ça devient compliqué ? Alors après, je mettrais qu'il faut aussi une compétence pour la voiture. Il y a aussi des gens qui prennent toujours les transports en commun et le train, et du coup, par habitude, parce qu'ils ont toujours été habitués à le faire. Et ça peut être aussi compliqué de prendre une voiture, de dire je vais devoir me garer, je vais devoir faire un plein, je vais devoir peut-être louer une voiture, parce que bon, parfois les gens ont permis, n'ont pas de voiture, donc c'est dans les deux sens. Mais il est vrai qu'aujourd'hui en France, la majorité des gens qui ont une habitude d'un mode, c'est plutôt la voiture. Ça, je suis tout à fait d'accord avec vous. Je dirais qu'il y a aussi le temps de trajet des modes de transport à prendre en compte dans ce choix, parce que ça coûte un prix effectivement, mais il y a aussi le temps de trajet que vous allez passer dedans. Si vous payez cher un train, mais si vous faites le trajet en 1 heure, la voiture vous la payez pas cher, mais si vous faites le trajet en 6 heures,
il y a aussi l'argument temps de trajet qui doit être pris en compte dans la balance, dans le choix du voyageur de se déplacer en train, en voiture, en autocar ou en covoiturage. C'est aussi un facteur important, le temps de trajet. Il y a des études, des coûts qui ont été faites. Grosso modo, ça donne quoi? Des comparatifs? En fait, tout dépend. Il y a des situations extrêmes où, en gros, on va dire, il n'y a pas photo. C'est-à-dire que sur tel trajet, vous devez faire Lyon-Paris, vous prenez le TGV parce que votre voiture, ça va vous coûter cher, vous ne saurez pas quoi en faire en arrivant à Paris. Et symétriquement, pour d'autres types de déplacements, vous devez aller, par exemple, de Lyon à Bordeaux. Si vous voulez prendre le train, peut-être qu'il faut passer par Paris. Vous allez peut-être prendre votre voiture. Et puis, il y a toutes les situations où, effectivement, les comparatifs jouent. Parce que le prix de la voiture peut être plus cher, mais le temps peut être un peu moins élevé. Ou au contraire, dans certains cas, c'est le contraire. Si vous devez rentrer en voiture dans Bordeaux ou dans Paris, alors là, c'est horrible. Et là, vous avez intérêt à prendre le train. Et donc, là, encore une fois, les personnes qui ont l'habitude d'arbitrer savent très bien arbitrer en tenant compte du temps et en tenant compte du prix et ce qu'on appelle le coût généralisé, qui est la somme des deux. Mais c'est... Patricia Pérennet. Non, mais c'était pour tout à fait abonder dans ce que tu dis. Finalement, des gens qui arbitrent, il n'y en a pas tant que ça. Il y a vraiment des habitudes. Et notamment, quand est-ce qu'on bascule de sa voiture au TER ou au transport public, c'est pas forcément suite à un changement de prix, c'est plutôt, à un moment donné, la voiture, elle arrive en panne, est-ce qu'on la renouvelle ou bien on fait un déménagement, quel est le nouveau mode, quelle est la nouvelle habitude qu'on va prendre. C'est à ce moment-là que finalement cette comparaison a lieu. Donc c'est qu'une fois de temps en temps. Voilà. Pour le client occasionnel qui est un peu calculateur, oui, dans ce cas-là, il va regarder le train, la voiture. Encore faut-il qu'il ait une voiture. Bon. Et dernière chose, dans certains territoires, là, on va sortir des grandes villes, on va aller au fin fond de la campagne, il n'y a pas de train. Il n'y a pas de train, ou même s'il y a une gare, il y a 3 trains par jour. Donc le prix, c'est totalement... c'est pas du tout la question. De toute façon, il n'y a pas d'option. Donc il y a aussi la question, est-ce que l'option existe et c'est pas parce qu'il y a un train le matin et un train le soir que l'option est réelle. Voilà, aussi. On a parlé d'usagers plutôt uniques. Il y a la question aussi, effectivement, de voyager en famille, par exemple, à 3 ou 4. Là aussi, ça change la donne? Oui, complètement, puisque si vous partez en famille avec 2 ou 3 enfants, le train va très vite se révéler coûteux par rapport à l'automobile, même en prenant une autoroute à péage. Voilà, si vous êtes 5 dans la voiture, le coût par tête est relativement réduit. Donc, ce qui est intéressant, c'est de regarder la tarification et l'historique de la tarification. Donc, je vais faire un peu ma vieille. Il y avait une carte à une époque qui s'appelait la carte Kiwi, qui était la carte. Et en fait, justement, on mettait la promo sur l'enfant. C'était l'enfant qui était porteur de la carte parce qu'on essayait de viser les familles en se disant ça, c'est la première clientèle qui part. Parce que déjà, il y a le prix, puis bon, après, il y a l'encombrement des bagages. Donc, il faut vraiment faire un tarif à tout casser. Et en même temps, il ne faudrait pas que le papa ou la maman en profite dans ses déplacements pro. Du coup, on mettait la promotion, la carte Kiwi, sur l'enfant pour essayer de rester compétitif, donc la SNCF essaie de rester compétitive vis-à-vis de la voiture. Oui, c'est un des gros problèmes aussi. Enfin, les bagages, quand on est une famille nombreuse, mon histoire personnelle, je sais de quoi je parle dans mon histoire personnelle, je suis issu d'une famille nombreuse. Enfin, c'est plus facile de mettre tous les bagages dans le coffre de la voiture, on se pose plus de questions, la voiture et tous les sièges sont occupés. La même chose dans un train, il faut se rendre à la gare. Il faut que chaque enfant, chaque parent ait son bagage à tirer. C'est lourd, c'est difficile, il faut bien s'assurer que les enfants suivent, il ne faut pas se perdre. Puis surtout les jours de grand départ, il y a de la foule, donc ça rajoute encore du stress. Donc ça aussi, ce sont des coûts qu'on rajoute au sein, en plus du prix du voyage. Donc forcément, si en plus l'attractivité tarifaire quand on se déplace en famille, c'est pas là, forcément on va prendre la solution de facilité, la voiture. À côté de ça, on parlait le plein du carburant et le prix du péage si on prend une autoroute payante. Il n'y a pas photo, c'est plus compétitif que le train. Donc, même si effectivement la voiture c'est plus polluant, on se reporte sur la voiture parce que monétairement c'est plus avantageux. D'où la volonté de la SNCF d'avoir toujours fait des cartes famille, des prix famille, là, les cartes avantages qui ont aussi des prix pour les enfants. Parce qu'il y a cette conscience-là de les familles, c'est la première clientèle qu'on perd. Et si les enfants ne prennent pas l'habitude de prendre le train, qu'ils ne deviennent pas des usagers du transport ferroviaire, dans leur futur, ils auront plus tendance à avoir ce réflexe voiture dont on parlait. Il faut avoir l'habitude d'avoir pris le train pour devenir un usager du transport public, du transport ferroviaire. Et du coup, dans des pays comme la Suisse où le train est là tout le temps, les gens ne se posent pas de questions. Il n'y a pas ce côté « Ouh là là, le train, ça va être compliqué. Comment je vais acheter mon billet? C'est où les horaires de la gare ?» Ça rentre dans le mode de vie. Là, on parle du prix. C'est effectivement un des critères essentiels. Ce n'est pas le seul. Patricia Pérennet, je pense que vous avez beaucoup de choses à dire sur ce sujet. J'ai un combat, c'est vraiment l'offre. Donc, j'habite dans le Berry, au centre de la France, donc à Bourges en l'occurrence. Et c'est vrai qu'autour de moi, je travaillais à Orléans pendant 3 ans. Et les gens me disent « Ah, c'est pas trop long en voiture ?»
j'y vais en train. Pour une question de confort, là, parce que 1 heure de route sur l'autoroute, mine de rien, c'est un peu dangereux tous les matins, tous les soirs. Moi, je ne suis pas une reine de la voiture, donc en plus, la fatigue, tout ça. Mais autour de moi, les habitants, donc les verrouillés, le temps de trajet en train, Bourges-Orléans, c'est légèrement plus compétitif. C'est 1 heure, quand la voiture fait plutôt 1h10, 1h15. Mais autour de moi, les verrouillés n'avaient pas du tout ce réflexe train. Et ils me disaient, il n'y a pas beaucoup de trains, il y a beaucoup de grèves. Bon, ce qui n'est pas totalement vrai. Il y a quand même des trains entre Bourges et Orléans, mais c'est vrai que toujours dans le Berry, si vous êtes à Saint-Amand-Moron et que vous voulez aller à Bourges, les trains dans la journée, il y en a 5. 5, ça paraît beaucoup, mais en fait, non. Si on calcule, il y en a un à 7h du matin, un à 9h du matin, un à 13h, un à 17h et un à 19h. Dans les deux sens, aller-retour. Aller-retour. Vous n'avez pas intérêt à être infirmière et à bosser en 3-8, parce qu'il n'y a pas de train pour votre tour. Vous avez intérêt à être soit lycéen, soit fonctionnaire. Voilà. Et si vous allez travailler dans le privé, vous avez intérêt à embaucher, par exemple, à 8h et pas à 8h30, parce qu'il y a tellement peu de trains, et vous n'avez pas intérêt à avoir exceptionnellement un rendez-vous chez le médecin, parce que ce jour-là, il n'y aura pas d'opportunité de prendre le train plus tard, ou toutes ces petites choses de la vie qui font que c'est trop compliqué, il n'y a pas beaucoup de choix. S'il y avait un train toutes les demi-heures dans les deux sens, ou même toutes les heures, voilà, il y aurait peut-être des pratiques différentes. Mais pour l'instant, il y a trop peu de trains, ça met trop de contraintes horaires pour que les gens basculent. Donc là, j'ai pris une ligne, mais en France, on a vraiment, vous pouvez prendre des chiffres, il y a des chiffres européens, en gros, on a 2 fois moins de trains qu'en Allemagne, en nombre de trains kilomètres par rapport au nombre de kilomètres de voies ferrées. Enfin, bref, on a 2 fois moins de trains. Fréquence insuffisante, Voilà. sauf peut-être On a une fréquence insuffisante. dans En aux abords des Ile-de-France, dans les grandes villes. métropoles, nous sommes d'accord. Et c'est pour ça que justement, quand j'entends beaucoup parler de projets de trains légers, innovants, ou quelle que soit la forme, on dit toujours la structure du train en lui-même va permettre de baisser les coûts, mais aussi parce qu'on va augmenter l'offre. Mais moi, je vais poser la question, je vais profiter de ce podcast pour poser la question. Pourquoi on n'augmente pas l'offre maintenant, comme l'a dit Patricia Perren? Pourquoi on est obligé d'utiliser des trains légers innovants, qui le sont très sûrement, je n'en doute pas de ce point de vue, mais pourquoi on n'augmente pas l'offre dès maintenant avec les matériels actuels, les agents actuels des chemins de fer, que ce soit de l'opérateur historique ou d'un nouvel entrant, peu importe. Mais pourquoi l'offre nous... Je vais me faire l'avocat du diable parce qu'il n'y a pas assez de rames, par exemple. Non, Je pense pas. C'est peut-être une culture. tout au long de la journée, pour rejoindre ce que dit Jérémy, la rame, de toute façon, elle est là le matin, elle est là le soir, donc elle pourrait circuler toute la journée. Et c'est vrai que quand on regarde de l'autre côté de nos frontières, vers la Suisse ou vers l'Allemagne, quand il y a une ligne de transport ferroviaire, c'est un train par heure et par sens minimum, voire plutôt toutes les demi-heures, la règle. Et c'est entre 4 ou 5 heures du matin jusqu'à 22h, 23h. Aujourd'hui en France, premier train commence relativement tôt, vers 5h30, 6h. Et il finit par contre extrêmement tôt, vers 19h ou 20h. Parfois, il n'y a plus de train sur les lignes TER. Parce qu'en fait, on a des horaires qui, depuis des années, n'ont pas bougé. Et que par contre, les modes de vie ont un peu poussé vers le soir. Donc on a ce vrai problème il n'y a pas assez de trains. Après, je ne dis pas qu'il suffit à Faucon mettre plus de trains, les régions ont besoin de le faire, ou SNCF Voyageurs, voilà, il y a tout un système qui fait qu'on est bloqué. SNCF Réseau ferme les lignes, donc c'est-à-dire qu'en fait, à certaines heures, on ne peut plus faire circuler de trains sur des lignes secondaires. SNCF Voyageurs a quand même des trains au kilomètre qui sont assez coûteux, mais aussi du fait de la tarification de SNCF Réseau. Les régions ne voient pas forcément l'intérêt en se disant il n'y aura personne dans ces trains, alors qu'une fois de plus, les routes sont saturées. À l'étranger, il y a des gens dans les trains. Voilà, on a l'impression qu'il y a tout qui fait que c'est bloqué. Certains pays ont ce choc d'offres, on appelle ça, il y a 10, il y a 20 ans. Voilà. En France, ce n'est pas arrivé. Est-ce que la concurrence va aider en renforçant tout le monde à s'interroger sur le fonctionnement du secteur? Peut-être. Voilà. Mais moi, c'est sûr que plus que le prix, je pense que de l'offre supplémentaire serait une bonne chose. Rosé, on est en retard sur ce domaine en France. On peut prendre l'exemple de l'ouverture à la concurrence en région PACA, en région sud, où Transdev, qui a gagné l'appel d'offres à venir, ce sera en 2025, sur Marseille-Nice, dit à la région, pour la même subvention, je vais doubler la fréquence. Et donc, évidemment, comme très peu de personnes font Marseille-Nice, elles font Marseille-Toulon, ou elles font Toulon-Cannes, etc. Donc, c'est de la mobilité quotidienne. Et ça, en doublant la fréquence, en plus avec des villes où l'accès automobile est compliqué parce que c'est saturé, ça, c'est évidemment quelque chose qui va attirer du trafic. Et c'est pour cela qu'on fait ces fameux projets de réseau express métropolitain, qui ne sont pas la même chose que des RER, l'appellation est fausse, mais qui consistent à dire, oui, pourquoi pas un train toutes les demi-heures, voire dans certains cas très particuliers tous les quarts d'heure, et avec une amplitude, en commençant plus tôt le matin et en finissant plus tard le soir. Mais ça suppose de modifier tout un tas de pratiques et tout un tas de routines, y compris à la SNCF. Et pour l'instant, on vient de le voir avec ce qui se passe en Alsace, c'est très compliqué à mettre en œuvre. On n'arrive pas à délivrer le service qui était promis. En Alsace, c'est le RER mis en service en décembre dernier.
Le RER, le terme est abusif, mais bon, Le effectivement. réseau express métropolitain européen. Faut Voilà, être exact. mais qui a été mis en service en décembre dernier avec quelques soucis au démarrage. Avec beaucoup de ratés, avec des difficultés importantes, et Patricia le signalait. Quand vous êtes usager du train, si une fois sur 10, vous avez soit un train supprimé, soit un train très en retard, et que votre employeur n'est pas débonnaire, c'est-à-dire qu'il ne va pas accepter que vous arriviez régulièrement en retard, eh bien le train en prend un sérieux coup en termes d'attractivité. Et ça, c'est une vraie difficulté. Les enquêtes auprès des usagers du train, à Grenoble, à Lille, etc., la première réaction, c'est pas de dire le train est cher, c'est de dire on n'en peut plus. On n'en peut plus de l'irrégularité et de la baisse de qualité du service. Donc, avec la fréquence, il y a aussi la régularité et la fiabilité. Et pour rejoindre ce que dit Yves, souvent la réponse c'est oui, mais il y a 90% de fiabilité. Bah, c'est mauvais, 90%. Ça veut dire que si vous prenez le train le matin et le soir, bah, une fois par semaine, vous avez un problème. Et une fois par semaine, c'est beaucoup trop. Un bon taux de régularité, c'est 95, voire 98% dans les meilleurs cas. 90%, c'est très moyen. C'est très très moyen. Cette ouverture à la concurrence, justement, cet appel d'offres remporté par Transdev, ça va être regardé de tous côtés pour voir. C'est une première en France, ça va être regardé, surtout sur une grosse région où il y a une énorme desserte. Ça va être délicat parce qu'il y a les questions sociales du transfert d'une partie de personnel, il y a la question de la compatibilité entre la gestion de l'infrastructure qui sera faite par SNCF Réseau et la gestion d'exploitation qui sera faite par Transdev. Et on l'a vu un peu partout, là où ça a fonctionné, il y a toujours des frictions entre le gestionnaire d'infrastructure et l'exploitant. Donc ça va être regardé de près. Dire qu'ils n'auront peut-être pas tous les sillons qui... Si, je pense. Non, ils auront les sillons, mais les sillons seront obtenus. Le problème, c'est la gestion au quotidien. En opérationnel, voilà. S'il y a une grève à SNCF Réseau, que va-t-il se passer pour l'exploitation des trains Transdev? Est-ce que les personnels des SNCF Réseau n'auront pas parfois intérêt à dégrader un peu la qualité de service de Transdev? En principe, non. Mais en cas de grève et de casserolade, c'est des choses qui peuvent arriver. Donc on est sur quelque chose... Le ferroviaire, c'est un système planifié et globalement, c'est donc un système relativement fragile. Et ce système fragile, pour le rendre efficace, bon, on a bien sûr le modèle suisse, mais la France a encore beaucoup à apprendre du côté des Suisses. Pour revenir aussi à votre question sur le prix, ce qui est intéressant, c'est que tout le débat là qu'on a sur la concurrence, on ne vous a pas du tout parlé de prix. Parce que ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut souligner. Je pense, voilà, c'est quelque chose qui n'est pas forcément connu ou perçu, c'est que le tarif régional des trains régionaux est fixé par la région. Et du coup, aujourd'hui, le prix, il couvre en moyenne 25% du coût total du service. Donc il y a 75% de la contribution au service qui est versée par l'impôt. C'est pour ça que quand vous me dites est-ce que c'est trop cher, en fait c'est déjà très peu cher parce qu'au final on paye très peu. En Suisse on est plutôt à 50%. Donc on est quand même dans un autre monde. À Lyon également, la contribution pour le transport urbain est supérieure, mais c'est une des seules villes de France qui est aussi haut. Bref, tout ça pour vous dire que le tarif plutôt, il faudrait utiliser le mot tarif, du TER est fixé politiquement, ça n'a rien à voir avec le coût. Et donc même si la concurrence faisait bouger les prix, faisait bouger les coûts, excusez-moi, il ne ferait pas bouger les prix. Et ça, c'est important. Voilà, donc ça, c'est vrai. Et la concurrence, on l'a bien vu, elle s'est faite non pas sur le prix du billet final, mais sur la quantité d'offres. Et c'est pour ça que justement, là, je pense notamment, on a cité l'exemple, on va citer l'exemple de la région Occitanie qui déploie un TER à 1 euro. Merci, j'allais en parler, c'est la transition. Voilà, c'est un choix politique très fort des TER à 1 euro. Et justement, même si j'achète un billet à 1 euro, derrière, ça ne coûte pas 1 euro de produire un TER, ça coûte beaucoup plus. Donc il faut un soutien politique très 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 fort derrière. C'est un choix de la région qui a assumé de subventionner massivement, de compenser les coûts, de subventionner ce billet à 1 euro. Mais voilà, il faut un soutien politique très très fort et surtout qu'elle soit solide financièrement derrière la région parce que c'est quand même un sacré investissement. Donc c'est pour ça. Pourquoi pas? On peut faire des trains à 1 euro, mais par contre, pas de train gratuit. Non, c'est pas possible. Mais un train à 1 euro, dans les transports en commun, ça commence à se développer dans les réseaux de transports en commun. C'est pas une bonne idée. Le report modal n'est pas garanti avec ça. Pour le coup, je suis plutôt opposé. Mais pour revenir sur le TER à 1 euro, c'est un choix, mais est-ce qu'il va être durable dans le temps, ce choix de TER à 1 euro? Déjà, on voit quand on lit entre les lignes, il faut être jeune, c'est que les week-ends. Donc c'est pour ça, on affiche ça, mais est-ce que c'est vraiment ça derrière? Ça dépend. Parce que pour revenir un petit peu là-dessus, l'usager n'a pas cette perception-là. Souvent, il ne se rend pas compte. Et il y avait des sondages qui avaient été faits. Les gens étaient persuadés que RATP gagnait de l'argent avec la vente des billets, ou à Lyon, que les transports locaux gagnaient de l'argent. Non, il y a un vrai déficit. Et pour ça, quand on me dit « Ah, le train, c'est cher »,
Vous payez, quand vous êtes usager du quotidien, vous payez même pas le coût que vous engendrez. Et il y a cette conscience que les gens n'ont pas. Et quand ils vont à Londres, ils font « Oh là là, le prix du billet de métro !» Oui, ça, c'est un prix qui politiquement a été fixé beaucoup plus haut en disant « Bon, oui, c'est bien de prendre le train et les transports publics, mais en attendant, à chaque fois qu'on utilise le transport public, on fait porter une solidarité à la collectivité nationale. Donc, est-ce qu'on dit, voilà, c'est vraiment un mode vertueux et il faut subventionner beaucoup, modèle Occitanie, ou est-ce que modèle britannique ou modèle suisse? Non, l'abonnement général en Suisse, il est cher. Il est vraiment cher. Il est à un niveau où en France, je pense que les gens n'accepteraient pas de payer 2 000 € par an. Bon, c'est comme ça. Dans le cas de Londres, on paye plus cher en heure de pointe. Ça, il faut aussi le mentionner. En France, on est pour les services TER ou autres, le prix est uniforme quelle que soit l'heure. Encore qu'il y a les tarifs bleus, j'ai le trou de mémoire, c'est pas grave. Mais il y a des péages urbains aussi pour le centre de Londres. Voilà, tout ça, ce sont des choix politiques. Plus cher en heure de pointe. Non, mais du coup, voilà, vraiment avoir cette idée-là. Et je pense pas les billets à 49 €. Je sais pas si en Allemagne. Ça, c'est l'exemple allemand, effectivement, qui est en place depuis le 1er mai. 49 € pour les trains régionaux et l'ensemble des transports en commun. On veut faire aller de Karlsruhe à Francfort et on prend les réseaux de transports en commun dans ces villes et on prend le train entre les deux. Mais ce qui est intéressant dans cet exemple, ils l'ont fait à 9 € cet été, c'est que, je vous ai dit, en Allemagne, ils ont 2 fois plus de trains qu'en France, et malgré tout, il y avait des problèmes de saturation. Et donc, on voit des débats en Allemagne de dire, le tarif c'est bien, 9, 49 €, mais en fait, il n'y a pas assez de trains. Donc déjà, avant de baisser le prix, il faudrait garder de l'argent pour faire plus de trains. Et souvent on dit, quand je me regarde, je me désole, et quand je me compare, je me console, non, là, c'est encore pire. C'est-à-dire que déjà, ils ont 2 fois plus de trains que nous, et ils trouvent qu'il n'y en a pas assez, donc... Voilà, est-ce que la priorité c'est de faire le billet à 9 € ou la gratuité? La priorité c'est d'avoir des trains. Yves Crozet. L'exemple allemand est intéressant pour deux chiffres. Le premier, Patricia disait que le train coûte cher en France. Un train TER, donné de la Commission européenne, ça coûte en subvention publique 27 € par train kilomètre. Chaque fois qu'un train fait 1 km, il faut 27 € de subvention publique en plus du prix payé par les usagers. En Allemagne, un train TER, il reçoit 9 € de subvention publique, 3 fois moins. Donc le coût du train en France est réellement un problème. Deuxième remarque sur l'Allemagne, le fameux billet à 9 € qui a attiré beaucoup de passagers dans les trains l'été dernier, ça a été un grand succès, y compris avec des phénomènes de saturation. Quand on regarde le trafic automobile, il n'a pratiquement pas bougé. C'est-à-dire que l'effondrement du prix du train a créé des effets d'aubaine. C'est-à-dire que des personnes qui n'avaient pas prévu de voyager ont décidé de voyager, des personnes ont pris les trains régionaux plutôt que de prendre les trains à grande vitesse, les trains commerciaux qui eux n'étaient pas accessibles avec 9 €. Et donc on s'aperçoit que l'attractivité du train peut attirer des passagers vers le train sans forcément retirer des passagers à l'avion ou à la voiture. On a un phénomène d'addition. On a cette idée qu'il y a une substitution entre le train. Voilà, c'est pas le principe de substitution. Voilà, un voyageur supplémentaire dans le train, c'est pas forcément un voyageur de moins en voiture ou dans les avions. Vous connaissez ce chiffre pour la Suisse. Les Suisses font 2 fois plus de kilomètres que les Français en train chaque année, 2500 kilomètres par habitant. Mais les mêmes Suisses, qui sont 3 fois plus riches que nous, ils font 20% de kilomètres en plus que les Français en voiture et ils font 3 fois et demi plus de kilomètres que les Français en avion. 9000 kilomètres par an pour un Suisse en avion contre 2500 kilomètres en train. Donc ils se déplacent plus que les Français dans un pays qui est plus petit. Voilà, ils sont plus riches. Et comme ils sont plus riches, eh bien, ils ont tendance à se tourner vers des services comme l'avion, qui offre effectivement des destinations exotiques, attractives, quand vous avez un revenu relativement élevé. Mais pour revenir aussi là-dessus, c'est de dire, quand on fait un petit prix, c'est quoi le but de ce petit prix? Parce qu'il y a ce côté, c'est bien, ça va permettre aux gens qui n'ont pas de moyens de prendre le train. En fait, souvent, l'impact, c'est de dire, du coup, en fait, ça fait surtout comme en Allemagne, il y a plus de gens qui vont se déplacer qu'avant. Et du coup, il y a ce côté politique. Est-ce qu'on s'est posé la question, est-ce que le but, c'est de dire, mais c'est bien, comme ça, ils découvrent le pays? Est-ce que le but politique du billet à 9 €, c'était de favoriser la mobilité et la découverte de l'Allemagne par la population allemande? J'ai pas l'impression que c'était ça. Le but, c'était vraiment de dire, on va réduire le CO2, donc le carbone émis. Et ça, pour le coup, c'est raté. Donc, il faut assumer que si on fait une politique de gratuité ou une politique peu chère, ça risque finalement de mettre plus de gens. Ça risque de favoriser la mobilité. Voilà. Donc ça pose une question, est-ce que c'est un projet de société que les gens se déplacent encore plus? Parce que finalement, les impacts sociaux, ils ne sont pas évidents. Parce que le tarif n'est pas ciblé, le tarif peu cher n'est pas ciblé. Après, il y a la tarification sociale, qui est autre chose, et qui peut avoir un sens. Et c'est là, je pense que Jérémy, tu disais que la gratuité n'était pas bien. Ça, c'est un peu mieux, la gratuité, on vient d'en parler.
Même avec un tarif très avantageux, il n'y a quasiment pas eu de report modal. La gratuité, il n'y en a pas. Si, il y a un report modal, mais c'est de la marche ou du vélo. Des modes de transport plutôt à valoriser. Donc, c'est une fausse bonne idée. Alors qu'effectivement, la tarification sociale, si ma mémoire est bonne, je crois qu'à Strasbourg et à Grenoble, ils l'ont adoptée. Là, pour le coup, vous payez tout simplement en fonction de votre revenu. Ça, c'est intelligent. Ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut développer. Parce que, effectivement, vous payez tout simplement en fonction de vos moyens. Alors, je vais vous citer un exemple, celui de Clermont-Ferrand, qui a une tarification sociale et la gratuité le week-end. C'est un mix des deux, gratuité depuis 1 an et demi. Voilà. Oui, ça s'est fait aussi à Nantes, mais c'était aussi pour éviter d'avoir des effets de bord ou des effets pour certains abonnés. Voilà, l'idée c'était de dire il y a la gratuité le week-end parce que si vous n'êtes pas abonné, vous pourrez quand même en profiter. Et après, il y a aussi la question. Alors, moi, le seul argument vraiment en faveur de la gratuité ou du tarif pas cher et unique, c'est la simplicité. Parce que quand tu commences à faire les tarifs sociaux, il y a 3 milliards de formulaires à compléter. Et donc, il y a le problème du non-recours, qui maintenant commence à être connu sur les aides sociales. Dire, il y a des gens qui n'ont pas le courage de compléter les papiers. C'est trop compliqué. Alors que quand c'est gratuit, on monte dans le bus. Voilà. Et je pense à Châteauroux, qui est une des premières villes qui a fait la gratuité. Il y a ce côté-là, c'est simple, on monte dans le bus. Bourges aussi va mettre en place la gratuité au 1er septembre. Et donc, mes filles commencent à avoir l'âge de prendre le bus seul. Et je me dis pas, le billet, le machin, il faudra que je leur donne des sous. Elles montent dans le bus. Et donc, c'est l'avantage, moi, que je trouve à la gratuité. Même si, globalement, je trouve que ça coûte trop cher et que ça réduit l'offre, au final. Bon, malgré tout, il y a ce côté simplicité. Le billet à 9 €, 49 €. C'est simple, vous achetez un billet en Allemagne, vous pouvez aller partout. Il n'y a pas vous arrivez dans une ville que vous ne connaissez pas. Et où il est le distributeur? Et c'est quoi les conditions? Et est-ce que je peux faire ci? Est-ce que je peux faire ça? Est-ce que je peux prendre un RER, un métro? Est-ce que c'est le même billet? Voilà, c'est simple. C'est l'avantage. Alors, je vous remercie pour la transition. Simplicité, c'est un des problèmes. Dans les tarifs des transports, il y a tout et n'importe quoi. Un même train peut avoir 10 tarifs différents. Pour les TER, ça dépend des régions, etc. Jérémy Anne, c'est un peu votre marotte, la tarification. C'est quelque chose que j'aime beaucoup. Parce que je prends souvent l'exemple, on prend un TER. Vous avez les offres tarifaires régionales. Par exemple, les offres OURA en Auvergne-Rhône-Alpes, LIO en Occitanie, Fluo en Grand Est, etc., qui ont toutes leurs propres politiques tarifaires, des produits avantageux jeunes, des produits avantageux seniors, etc. Donc, qui sont accessibles sur les TER, mais dans la région, dans le spectre, sur le ressort territorial de la région. Vous avez aussi la carte avantage, qui est donc le produit développé pour la grande vitesse par SNCF Voyageurs pour tout ce qui est TGV Inouï, etc. Sauf que c'est donc une carte SNCF, mais elle est acceptée sur certains services TER. Mais voilà, pas tous. La région Auvergne-Rhône-Alpes est une des dernières à l'accepter. Voilà, accepte. Et encore, la carte jeune, des fois, va offrir 30% de réduction. Dans une autre région, ce sera 60%. Chiffre fictif à vérifier, on trouve sur le site internet de la SNCF les différents taux de réduction. Donc ça, c'est un vrai maquis tarifaire pour les voyageurs. Enfin, c'est très compliqué. Et je vais également poser une autre question. Supposons qu'un TER, une ligne TER, où on accepte toujours la carte avantage, on parlait de la concurrence, la région décide de confier l'exploitation à un autre opérateur que SNCF Voyageurs. Je pose la question, j'arrive avec une carte avantage, j'ai le droit de monter dedans ? Ça dépend du contrat entre la région. Mais justement, Mais alors pour que l'usager soit informé. Je vous rejoins tout à fait, parce que l'idée c'est qu'il y a toujours quelqu'un qui va dire oui, mais là je t'explique. Non, on n'a pas besoin d'expliquer. L'usager n'a pas à devenir spécialiste de la différente tarification et des subtilités de l'organisation du groupe SNCF et de l'application des cartes régionales, nationales de services publics. Ça doit être simple. Voilà, et ça, à un moment donné, il faut le rappeler, ce n'est pas à l'usager de connaître la dernière réforme territoriale ou la dernière réorganisation interne de la SNCF pour comprendre quel billet il a le droit de prendre. J'habite dans le Berry, quand on est à Vierzon et qu'il faut aller à Paris, il y a des gens qui se galèrent entre l'intercité et le TER ex-intercité, mais il y a encore marqué intercité dessus parce qu'on n'a pas... Maintenant, à un moment donné, ce n'est pas à l'usager de savoir. Ça va être simple, et dans un pays comme la Grande-Bretagne ou la Suisse, pourtant la Grande-Bretagne a ouvert la concurrence, avec un billet origine-destination, on peut monter dans n'importe quel train, quelle que soit la compagnie qui le fasse. Voilà. Et y compris si c'est une compagnie commerciale. Donc, il y a quand même ce côté-là de se dire, en France, on a toujours une bonne explication, mais ce n'est pas à l'usager de savoir. Je crois que sur l'usager, il y a deux points de vue. Il y en a un qui consiste à dire, l'optimum, c'est la gratuité. L'usager, il est opportuniste, il trouve toujours que le billet est trop cher, parce que pour lui, sa référence, c'est la gratuité.
Et effectivement, ce qu'a dit Patricia, la gratuité, ça offre beaucoup de souplesse. Donc, il faut combiner ce comportement simplement opportuniste en disant, pour moi, le bon tarif, c'est la gratuité, avec un système d'incitation et de simplicité, qui est le système allemand, qui vient d'être mis en place, en disant, écoutez, voilà, vous faites l'effort de payer 49 €, et avec ces 49 €, vous pouvez circuler partout dans ce qui est trains régionaux et transports collectifs. Et donc, on a à la fois une contribution de l'usager, une grande simplicité d'usage, et on évite ce comportement opportuniste qui fait que petit à petit, les recettes commerciales sont de plus en plus faibles. Si ça a été fait en Allemagne, c'est parce qu'il y a une volonté politique forte. Oui, mais c'est intéressant, c'est que c'est un État fédéral. Oui. Un État fédéral a réussi à mettre les différents, c'est pas les lenders, mais les différentes, voilà, on va dire autorités de mobilité, d'accord. Alors qu'en Et un France, État jacobin comme la France ne peut pas le faire? visiblement, ce que dit le ministre, c'est qu'oulala, il ne faudrait pas empiéter sur la libre administration. Et de dire, mais c'est marrant parce qu'en fait, en Allemagne et en Suisse, ils ont réussi, alors que ce sont des États avec des cantons ou des lenders très forts. Donc, bon, s'il y avait volonté politique, je pense qu'on trouverait le chemin. Après, je me rappelle que c'était au sortir pour les étés 2020 et 2021. Alors, SNC Voyageurs avait lancé avec les régions de France un produit équivalent qui s'appelait le Pass Terre de France, qui justement ressemblait un peu à ça. Voilà, pas jeune, c'était plus destiné pour les jeunes. On a envie de dire, pourquoi on ne peut pas le reconduire? C'est les régions de France, donc l'organisme qui représente toutes les régions, qui a négocié alors avec un seul opérateur, d'accord, mais on avait réussi à le faire. Je l'avais acheté d'ailleurs à titre personnel. Enfin, pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas y dupliquer pour tout le temps? Parce que voilà, sur le modèle allemand, un peu changé, ça c'est une bonne initiative. Enfin, pourquoi est-ce qu'il ne pourrait pas le refaire? Le prix, c'est peut-être pas finalement le niveau, mais la simplicité sur laquelle il faut rechercher. Évidemment, le niveau est lié, on ne va pas se voiler la face. Mais c'est pas forcément. Voilà, si on baisse les prix et que ça reste très complexe, il y aura toujours cette frustration d'avoir l'impression de se faire arnaquer en ayant payé le billet plus cher, parce que si on savait qu'il y a que la carte bidule, ou si on avait réservé avant avec le yield management, qui est le système de tarification de variation des prix, voilà, il y a ce côté, si c'était simple et qu'on était sûr d'avoir le bon prix, voilà, peut-être qu'il y aurait moins de frustration de la part du passager. Alors, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour inciter plus de monde à prendre le train? Là, on a développé quelques pistes. L'offre et la simplicité. Clairement l'offre. Comme ça, ça va amener des voyageurs aussi. Yves Crozet, vous êtes d'accord? Oui, l'idée c'est de savoir quel type de voyageurs on veut attirer. Et je crois qu'attirer les voyageurs occasionnels, c'est assez compliqué. Par contre, faire bouger un certain nombre d'usagers. Regardez ce qui s'est passé pour le vélo dans les centres-villes. On a vu un certain nombre d'usagers bouger. Et depuis 10 ans, la place du vélo dans les centres-villes a complètement changé. Ce qui se passe aujourd'hui dans les grandes villes où l'accès en voiture est compliqué, on voit bien qu'il y a un certain nombre de personnes qu'il faut faire bouger vers le TER. Et là, si on offre quelque chose d'assez simple, avec une bonne qualité d'offre, là on aura peut-être 1, 2, 3 points de part de marché qui peuvent basculer au train. Et c'est plutôt sur des usagers réguliers qu'il faut cibler, plutôt que de vouloir à tout prix chercher des occasionnels qui, de toute façon, ne sont pas des gens fidèles. Oui, mais le régulier est occasionnel quand il se déplace dans d'autres territoires. Et donc, s'il a l'habitude de prendre son TER chez lui, il aura plus le réflexe de prendre le TER quand il va ailleurs. Voilà, mais ça va être difficile de contenter tout le monde de toute façon. Oui, on est en il faut France. faire des choix politiques, enfin, à un moment donné. Et puis, si on parle maintenant des TGV et des trains à grande distance, qui en France représentent quand même une grosse partie du trafic, il y a 4 fois plus de passagers kilomètres dans les TGV que dans les TER. Donc c'est quelque chose d'important. Et là, on va rester avec des frustrations des usagers, parce que j'ai pris mon billet, j'ai payé 40 €, mais mon copain qui a pris le billet, lui, au dernier moment, et qui est assis à côté de moi dans le train, il a payé 90 €. Et ça, c'est comme dans les avions, ça crée du mécontentement. Et donc, on continuera à dire que les billets sont... C'est une tarification qui a été choisi, c'est pas le cas, qui n'existe pas dans d'autres pays. Sur l'aviation, de toute façon. Qui n'existe pas dans d'autres pays. Parce que c'est un système qui a permis de rendre le TGV autoporteur. C'est-à-dire que le TGV est un système qui se finance et qui ne demande pas d'argent public. Ce qui est une bonne chose, puisque ceux qui voyagent dans le TGV n'ont pas forcément besoin d'être subventionnés par la collectivité. Public pour la construction de certaines lignes. Tout Alors, au départ, pas d'argent public, et maintenant de plus en plus d'argent public pour la construction. Mais il faut savoir que quand vous allez continuer à voyager avec des trains à grande vitesse, vous aurez toujours ce sentiment que quelqu'un aurait pu payer moins cher que vous si c'était possible. Et ça va laisser du mécontentement, vous n'y changerez rien. Et je pense même que, on parlait de la carte avantage, sur les secondes classes, il y a un prix plafond. C'est-à-dire que vous achetez votre ticket de TGV
en utilisant la carte avantage et en devant rentrer tous les chiffres de code, etc., vous avez un prix plafond en fonction du trajet. Mais moi, je pense que, comment pourrais-je dire, il y a un côté pervers de ce système, c'est que ceux qui n'ont pas cette carte avantage sont obligés de se reporter là, pour le coup, sur des prix très, très, très élevés et vont même sur le plein tarif et même sont obligés de se reporter sur la première classe puisque le tarif capé n'est valable que sur la seconde classe. Donc la seconde classe se remplit très très vite dans les rames. Il n'y a que 4 voitures ou 4 voitures et demie en fonction des séries de matériel TGV qui sont dédiées à la seconde classe. Ça se remplit très très vite. Et du coup, si les gens ils arrivent en dernière minute ou quelque chose comme ça, ils se reportent sur la première classe. Et en première classe, c'est plus élevé que la seconde classe. Là, pour le coup, on est au-delà de 100 €. Voilà, facilement. Lors de la réforme tarifaire, ils avaient bien, SNCF TGV Intercité, donc, qui est l'activité qui s'occupe du TGV au sein de SNCF Voyageurs, avait bien dit, maintenant, on fait plus de prix de première classe légèrement inférieur au prix de la seconde pour essayer d'attirer. Maintenant, c'est toujours, on l'avait reproché, c'est un peu bizarre, c'est très curieux. C'est toujours la seconde est toujours inférieure à la première. Mais du coup, si la seconde se remplit très très vite, vous êtes sûr qu'en première, vous payez encore plus cher. Donc du coup, la carte avantage, c'est bien, mais c'est aussi un système pervers si vous ne l'avez pas. Donc, voilà, c'est un problème qu'il faut mettre en avant. Voilà, il y a beaucoup de choses à dire. Le temps file. Un dernier mot peut-être pour conclure, Yves Crozet. Le train est un outil absolument fabuleux et en tant qu'utilisateur compulsif du TGV et de certains TER, j'en suis persuadé, mais le niveau d'exigence est tel que c'est un gros défi pour les opérateurs. Patricia Pérennes. Moi, je dirais qu'il ne faut pas se focaliser que sur le prix, mais voir d'autres choses qui sont la simplicité, la quantité d'offres et sa qualité. Jérémy Anne. Je vais presque dire la même chose que Patricia, la qualité du service. C'est l'inconvénient de passer en dernier. Oui, mais il en faut un. Voilà, il y a le prix effectivement, mais il y a aussi la qualité du service, l'offre, son accessibilité, sa facilité d'usage, et aussi le train c'est quelque chose de formidable, c'est quelque chose, c'est peut-être le ferroviaire qui parle, mais c'est quelque chose qu'on aime prendre, mais il gagnerait peut-être à être plus connu et à mieux comprendre les mécanismes qui se cachent derrière. Merci à vous, merci d'avoir été les invités de ce podcast et je vous laisse repartir en train, évidemment. Évidemment. En intercité. Alors, ce sera TGV. Voilà, il y a toute la variété. Merci à vous.